Bon, salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas posté une petite vidéo de promenade de chien parce que j'ai été pris dans autre chose, à titre personnel et professionnel. Il y a eu un petit peu de mouvement positif. Actuellement, en début de vacances, je suis plutôt à prendre sur moi pour éviter de consulter les mails, pour éviter de faire 2-3 trucs en lien avec le travail. Mes vacances démarrent plutôt fort, avec des petites situations sociales un petit peu compliquées, qui feront l'objet de portes d'entrée de cet épisode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un petit moment déjà, j'avais fait 2 vidéos en lien avec le malaise et les difficultés sociales que l'on peut ressentir parfois lorsque quelqu'un débarque chez toi à l'improviste. Vlati pas qu'à peine j'amorce mes vacances, que je suis confronté à pareille situation. Hier, j'étais chez moi, j'étais tranquille, j'étais peinard, quand tout d'un coup, j'entendis un bruit. Je me suis dit, tiens, c'est étrange que quelqu'un frappe à ma porte. D'autant plus que rares sont les gens qui me rendent visite. Sur le coup, je me suis pas posé de questions et j'ai ouvert la porte, persuadé qu'il s'agissait de ma belle-mère. En fait, c'était pas elle. C'est assez marrant ce genre de situation où on tombe nez à nez face avec quelqu'un, on sait qu'on l'a déjà vu, qu'on le connaît, mais il nous faut un petit temps pour le remettre un peu à sa place. En fait, c'était mon propriétaire qui était là, à l'improviste. Ça fait 2 fois qu'il fait le coup. La dernière fois, c'est quand il s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller passer le Karcher sur le mur. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans un épisode. Toujours est-il qu'il est venu nous annoncer son intention de faire 2-3 travaux dans l'optique de nous prévenir. Parce que des fois, c'est compliqué d'envoyer un texto ou de laisser un message ou d'appeler. Il faut venir carrément sur place pour prévenir. Peut-être que ces visites impromptues ont pour objectif aussi de faire un petit repérage, histoire de savoir un petit peu comment ça se passe. Peut-être aussi que ce monsieur est pas forcément à l'aise avec le téléphone, ce qui nous ferait en soi un point commun. Moi, je suis encore moins à l'aise avec l'idée qu'on vienne chez moi à l'improviste, que j'associe à une forme d'irrespect et d'intrusion. Il me dit donc qu'il a l'intention de faire 2-3 bricoles, qui repassera, mais qui me préviendra. Alors j'ai profité aussi de cette interaction pour donner des nouvelles, raconter un petit peu ma vie, etc., etc. Je sais pas qui était le plus gêné dans cette histoire, toujours est-il que ça m'a coûté énormément. Ça se passait le matin, j'étais dans mon petit rituel café canapé pépère, et en gros, il me l'a pété. J'ai passé le reste de la journée à ruminer en me disant qu'il est possible que quelqu'un débarque chez soi à l'improviste. Ça m'a rappelé cette possibilité. J'étais pas bien avec ça, ça me rajoutait une forme de charge mentale que j'avais pas jusqu'alors. Bref, la journée se termine, il fait nuit, je me couche. Et dans ma chambre, je laisse le Velux ouvert, parce qu'il fait un peu chaud. Vous savez par quoi j'ai été réveillé ce matin ? Et ce son me semblait relativement proche. Ça avait l'air de venir de chez moi. Discrètement, je me suis attelé de regarder par-dessus le Velux. En dessous, il y avait mon propriétaire à 4 pattes qui était en train de racler. Je suis absolument pas prêt. À peine éveillé, vlati pas que je suis déjà intrusé. C'était le matin. Je n'avais pas encore eu mon petit rituel café-canapé. Je fais comme si j'avais rien vu. Je me fais un petit senseo. Je me pose sur mon canapé. Et au niveau de la porte d'entrée, je vois une silhouette. Je sais que cette silhouette va frapper. Et je sais qui c'est. De toute façon, il n'a pas d'autre choix que de frapper puisque j'ai enlevé les piles de la sonnette. Je prends sur moi, j'ouvre la porte et là, je tombe nez à nez face à 2 personnes. Mon propriétaire n'était pas tout seul. Il était accompagné d'un monsieur qui avait un grand camion avec beaucoup de matériel. J'ai même pas bu mon café qu'on me demande s'ils peuvent faire le tour de la maison pour vérifier des trucs de ravalement de je sais pas quoi, s'ils peuvent se brancher sur mon robinet, etc., etc. En plus, l'autre monsieur au camion bleu, il s'adressait à moi en disant « il ». Ça rappelle une vidéo que j'avais fait sur ça. Oh j'étais pas prêt, hein. Je les ai envoyés chier, tous les 2. Au final, ils se sont barrés. J'ai raconté ma mésaventure à ma femme. Elle m'a envoyé chier parce que ça se fait pas. J'ai envoyé un petit message pour m'excuser. Et de l'autre côté, j'ai reçu un message qui s'excusait également de pas avoir prévenu. Cette situation, elle est presque anecdotique si on la positionne à l'échelle de l'ensemble de mon œuvre. C'est pas la première fois que ça m'arrive et quand ça m'arrive, à chaque fois, j'ai l'impression que ça me retombe dessus. Parce que même si j'ai l'impression d'être légitime dans ma position, je sais que potentiellement ça se fait pas ou qu'il y aurait d'autres manières d'envisager les choses. En fait, j'ai pas à respecter les codes sociaux. Ça fait partie de ce qu'on va appeler les normes. Les normes, c'est quoi ? C'est les règles. C'est des règles qui nous permettent de vivre en société. Ces normes-là vont être parfois explicites, c'est la loi, par exemple, c'est un règlement, et d'autres qui sont beaucoup plus implicites et qui ne sont pas forcément nommées, mais qui sont transmises. Et finalement, l'individu, il apprend ça comment ? Soit par imitation, il est enfant, il imite ce qu'il a vu, soit par injonction, parce qu'on lui a dit ce qu'il fallait faire, soit un peu plus tard par interaction, parce que le fait d'être en relation avec les autres, c'est ça qui lui permet de situer ou de construire en fait la norme de vie en groupe. Bref, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'à partir du moment
où tu ne respectes pas une règle, qu'elle soit explicite ou implicite, on dira que tu la transgresses et les sociologues te diront que tu es déviant. Et ce qui est intéressant quand tu questionnes ce rapport à la norme et à la transgression de la norme, à la déviance d'un point de vue sociologique, c'est que tu vas mettre le focal en fait sur la structure sociale qui va générer éventuellement les attitudes et les comportements individuels. La déviance, elle est inévitable, puisqu'à partir du moment où tu as une société, ça veut dire qu'il y a une organisation et ça veut dire qu'il y a des comportements qui sont attendus, qui sont prescrits, qui sont proscrits. Donc à partir du moment où on érige de la norme, il y a inévitablement de la déviance. Si on prend le courant fonctionnaliste du vieil Émile Durkheim, lui il explique que les comportements déviants vont être essentiels parce qu'à la fois ça nous permet de vérifier l'intérêt de l'existence de la norme. C'est parce qu'il y a de la criminalité que ça légitime en fait le pouvoir et l'appareil judiciaire. Mais Émile, il te dit aussi que justement la transgression, c'est ça qui permet de faire évoluer les normes. Il y a un modèle qui me plaît beaucoup, le modèle de Robert Merton dans les années 30 qui est plutôt intéressant. Lui, il va expliquer que les comportements de déviance sont le résultat en fait d'une inadéquation entre l'idéal social, des objectifs à atteindre et les moyens pour y parvenir. Mais finalement, le courant que je préfère, c'est celui des interactionnistes en fait américains, notamment Howard Becker. Becker met l'accent sur l'interaction, qu'automatiquement une déviance n'est pas isolée, elle est en rapport à une norme et elle est en rapport au regard qui est porté envers ceux qui ne respectent pas les normes par ceux qui les décident. Et qu'il y aura des stratégies de la part de la personne concernée à rationaliser, c'est-à-dire à légitimer parfois son attitude déviante au regard de celui qui le condamne, par exemple. Dans mon cas de figure, j'ai donc envoyé chier mon propriétaire et le monsieur au camion bleu avec à l'esprit que c'était légitime, que ça méritait ça. Du fait du non-respect de mon périmètre personnel, le côté intrusif, le côté de pas respecter un code social qui est celui de prévenir qu'on va venir. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est la dimension de carrière et de processus. C'est-à-dire qu'une personne qui est déviante va s'engager à un moment donné dans une identité déviante. C'est-à-dire qu'au départ, tu t'écartes de la norme. Deuxième phase, tu es étiqueté comme quelqu'un qui commet des infractions ou qui a des attitudes qui s'écartent de cette norme. Et la dernière étape, c'est le moment où les déviants entre eux vont se rassembler en tant que groupe social qui s'écarte de la norme. Ben, je trouve qu'il y a un lien entre ce que je viens d'expliquer et le rapport aux codes sociaux chez les personnes TSA. On sait que je dirais la lecture sociale du monde et des interrelations n'est pas simple pour une personne TSA, parce que déficit de signification partagée, parce que cohérence centrale pas terrible, parce que difficultés dans les implicites, etc., etc. Automatiquement, ça génère des maladresses, des situations un peu cocasses, voire compliquées parfois. Ça fait appel à ce que je disais au début de la vidéo, à la question de la norme. Cette norme, notamment, je dirais, incorporée. Parce que la norme énoncée, à moins qu'on me prouve le contraire, j'ai l'impression qu'une norme qui est énoncée, qui est écrite, qui est précisée, une personne TSA aura beaucoup moins de mal. Les codes sociaux de politesse, de relations, etc., etc., c'est assez simple de dire bonjour, tu sais que tu dis bonjour, tu sais que tu dis au revoir. Par contre, tout ce qui va se passer dans l'interaction, s'il s'agit de lire entre les lignes ou d'imaginer des non-dits, des choses qui sont suggérées derrière, qui sont induites, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Vu par là, en tant que norme induite dans les relations sociales, dès lors qu'une personne TSA ne respecte pas ces normes, elle transgresse cette norme-là, donc elle est dans une situation de déviance. Et donc je pense que j'ai pas besoin de donner des masses d'exemples pour qu'on comprenne bien l'étiquetage qui se fait derrière, et c'est-à-dire à un moment donné à quel moment tu es labellisé par le groupe comme étant quelqu'un
qui transgresse en fait les normes, qui n'a pas les codes sociaux. Je dirais que ça se fait même en parallèle de la socialisation. C'est-à-dire que c'est toute la vie. Moi, depuis que je suis tout petit, il y a toujours eu des gens, à commencer par les parents, par la famille, les maîtresses, les copains, à pointer du doigt certaines de mes attitudes, de mes réactions, comme étant hors normes. Malgré moi, je pense, j'ai pris l'habitude d'avoir des comportements déviants puisque je ne peux pas fonctionner d'une façon, je dirais, normée. Et que lorsque j'ai l'impression d'être dans les clous, soit j'aurai le sentiment d'avoir joué complètement un rôle, soit je me rendrai compte qu'a posteriori, même en faisant semblant, même en ayant l'impression d'avoir été dans les clous, j'étais quand même décalé. Mais j'ai également pris l'habitude de m'entourer que de gens qui sont globalement proches de ce fonctionnement-là. En fréquentant que des gens comme ça, c'est devenu une identité. Bref, je sens quand même une forme de culpabilité de m'être un peu emporté ce matin. Surtout que j'avais réussi à rester dans le contrôle hier. Mais hier, ça peut être un accident. 2 fois le lendemain, c'est plus un accident, c'est un mode de vie. Et c'est là où ça me porte atteinte. Dès lors qu'il y a des attentes sociales, de toute façon, je serai toujours un peu à côté, j'ai l'impression. Mais parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Ce qui compte, je crois, c'est d'être à peu près en équilibre avec qui on est. Et se raccrocher peut-être à une maxime que j'aime beaucoup, qui nous vient d'Edgar Morin. Les déviants heureux transforment en déviants ceux dont ils étaient les déviants.